Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus important. Frank Et moi. Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 27e épisode de Mauvais Travail. Et aujourd'hui je ne suis pas seul car oui, il est là, enfin il est tout près, à peu près à 680 km pour être exact. Frank Magic, comment vas-tu ? Eh ben écoute, je vais comme un vendredi dans les Mauvais Studios avec Michel en duplex. Écoute, je suis content, on attaque un épisode à base de théories incroyables avec un petit peu d'alien. Je suis ravi. C'est ce qui me prend là maintenant ? Je sais pas, t'as envie d'envoyer le sommaire ? Tu me connais par cœur. Allons-y. Bien que nous fassions le tour de notre sujet dans les mauvais dossiers du mois, cet épisode est la première partie d'un diptyque. J'explique. Nous allons vous exposer quelques théories qui remettent en question les actuelles connaissances scientifiques sur notre globe terrestre. Globe creux pour certains, pas globe du tout pour d'autres. Terre creuse contre terre plate. Les deux en même temps, c'est impossible, alors on va s'attaquer à la terre creuse, et le mois prochain, épisode 28, ce sera la terre plate. Aussi, en guise d'entracte du mauvais dossier et du suivant, on va jouer à un nouveau jeu que j'ai préparé et que je vais mener. Avant tout cela, on écoutera deux darons du rap qui s'excusent pas d'être là. Ce sera Boba, B1OBA, en feat avec Jerry Kems. Et juste avant, c'est-à-dire maintenant, nous allons conjointement vous parler des mauvais travailleurs du mois qui eux aussi bouleversent nos conceptions géographiques. Eh bien voici nos mauvais travailleurs du mois avec un protagoniste qui lui n'est finalement qu'à l'origine de l'histoire et vous verrez, ça vaut le coup d'être raconté. Comme souvent, lorsqu'il est question de théorie, tout cela commence sur le réseau social Reddit. L'un des sujets des forums est la question suivante. Quels sont les trucs complètement fous que vous ont raconté vos parents et que vous pensiez normaux à l'époque et qui maintenant vous paraissent complètement fous ? Jacques répond à cette question. Mes parents m'ont fait croire un jour que la Finlande n'existait pas, en inventant une théorie complètement éclatée à base de Russie, de Japon, de Transsibérien, de Guillaume Canet... Ah non ! Sérieux ? Ah non, pardon, non, dans cette théorie, il y avait également des téléphones Nokia et une réserve de poissons. Il faut tout de même noter que Jack, se disant sûrement que c'était un peu trop énorme, n'insiste pas sur le fait qu'évidemment, tout cela, c'est complètement faux. Le problème, et c'est un peu récurrent dans ce genre de délire, c'est que des gens, eux, vont y croire et c'est ainsi que la machine est lancée à pleine balle. Donc, toujours sur Reddit, qui à mon avis doit être un véritable nid à conspi, eh bien ça lance des r/Finland Conspiracy, les fameux topics ou sujets en français. Alors bien évidemment il y a du troll, des gens qui s'amusent de cela, mais aussi des gens très premier degré qui lancent pour les plus puristes de la théorie un sujet du nom de r/True Finland Conspiracy, la vraie théorie finlandaise où ils centralisent toutes les preuves. Comme toujours dans ces cas-là, difficile de savoir si les participants s'amusent à élaborer cette théorie absurde pour passer le temps ou s'ils y croient vraiment. La plupart des gens s'amusent juste à se moquer de l'idée et de ceux qui se sont laissés prendre au piège en pensant que cette théorie était vraie, commente Jack. Mais il y a des gens qui y croient vraiment. Il estime ce groupe à peu près 10%. Un redditeur dit « Il existe un autre fil qui prétend de façon sarcastique que la Finlande n'existe pas. Mais les preuves découvertes en développant cette blague sont plutôt convaincantes, de sorte que moi et d'autres pensons que la Finlande n'existe vraiment pas. Ce subreddit n'est pas sarcastique, il est pour ceux qui y croient vraiment. » Des redditeurs se sont donc amusés à développer la théorie des parents de Jack. Ils ont d'ailleurs édité la vraie carte qui, à la place de la Finlande, telle que nous croyons qu'elle existe, est en fait une mer du même nom qui est en fait une possession de pêche japonaise. Jean-Francky Théorie, je te propose de nous raconter tout cela. Jean-Francky Théorie, c'est notre gars sûr pour parler théorie du complot. C'est le cousin texan de Francky qui n'a pas d'accent et qui a la même voix que lui. Allez, vas-y Jean-F. Ouais Michel, alors lorsqu'on dit qu'en 1917 la Finlande, et là je mime des guillemets quand je dis Finlande, a pris son indépendance de la Russie, bah pas vraiment, parce qu'en fait la Finlande a été créée de toutes pièces par la Russie et le Japon, car en réalité, là où les cartes montrent de la terre, eh bien il n'y a que de la mer. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que créer un soi-disant pays en mer Baltique, ça permet de venir vider la mer de ses poissons sans se soucier des quotas et autres contraintes environnementales.
Et comme ça, il y a que ces 2 pays qui connaissent cette réserve maritime. On transfère ensuite le poisson via le transsibérien. C'est d'ailleurs la seule raison de l'existence du transsibérien. Alors, ingénieusement, les poissons pêchés en Finlande sont conditionnés dans des caisses estampillées Nokia lors du transport, parce que Nokia, c'est soi-disant finlandais. Et que comme par hasard, s'il y a un endroit où ça a bien kiffé les Nokia, c'est au Japon. Dans l'article du Monde, qui est notre source pour cette histoire, le journaliste s'est demandé comment on avait pu faire avaler ce truc aux gens. Jean-Francky Théorie, à toi la main. Ok, alors bon, en Finlande, il y a des kidams qu'on appelle les Finlandais. Comment se fait-ce ? Eh ben en fait, eux-mêmes se font berner, puisqu'en fait, ils se croient finlandais, mais en fait, ils vivent dans des vieux endroits reculés en Suède ou dans des pays baltes. Ok, mais dis-moi, Jean-Francky, pourquoi quand j'allume la télé, quand j'écoute les politiciens ou les profs de géo, ils disent que la Finlande existe ? Non, mais réfléchis bien, mon Michel. Tu trouves pas curieux qu'un pays où toi-même tu n'as jamais mis les pieds est constamment classé premier dans l'éducation, dans la santé, dans l'égalité des sexes, dans la liberté de la presse et enfin dans le gouvernement le moins corrompu du monde, Tout est dit, mon gars. Waouh, merci Jean-Francky Théorie. C'est mon cousin sûr, ça. Ouais, ton conspire, hein, plutôt. Ouais, bon, les gens se forgeront leur propre avis via leur propre recherche sur Internet. Mais je vais quand même terminer en mentionnant que notre Jack aurait reçu pas mal de messages d'insultes de Finlandais un peu blessés, et il a confié à un journaliste de Vice que souvent il reçoit le mot Finlande sur ses réseaux, sans rien d'autre. Pas mal. Alors voilà pour les mauvais travailleurs, mais bon, en vrai, même si des tenants de théories faux-folles existent, c'est toujours difficile de déceler les trolls et ceux qui ne le seraient pas. Et tout de suite, sans plus attendre, B1OBA en feat avec Jerry Kems, extrait de je ne sais quel album pour un morceau intitulé T'es trop con, pour vous, dans Mauvais Travail. B1OBA, je répète tout ce que je dis moi-même. Là, je veux dire, ça me fait rire. Mauvais Travail, ouais. 2021, Jerry Kems. T'as mis du gazole dans ta caisse alors que c'était une essence. Tu connais pas les boss gamins, non tu connais pas la décence. Les deux étaient pipés, tu sais, directement à ta naissance. Toi tu t'es pris les pieds dans le cordon, mais putain quelle aisance. 10 kilos beau bébé costaud, t'as embarqué toute l'assistance. Maman s'est cassé clavicule et toi tu dis c'est la malchance. Comme le jour où t'as mis le feu à la colonie de vacances. On t'avait tous déjà dit de ne pas siroter, boire de l'essence. Cracher du feu à 11 ans à peine. T'avais trop pris la confiance, résultat 30 parents en deuil. Tu dis cela, faut t'as pas de chance. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mais où est passée ta conscience? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mais où est passée ta conscience? Mais t'es trop con, depuis la naissance tu fais du mauvais travail. Mais t'es trop con, tu as foutu le bordel de Paris à Shanghai. Mais t'es trop con, depuis ta naissance tu fais du mauvais travail. Trop con, et pour ce faire tu fais toujours de nouvelles trouvailles. Trop con. Le jour où t'as pranké un vieux à base d'hurlements sataniques, il est reparti en ambulance, t'avais pas compris la logique. Le jour où t'as lancé un chat depuis le 18e étage, on dit qu'il retombe sur leurs pattes, mais rappelle-moi, tu as quel âge? Incident domestique de drame, d'incendie de retour de flamme, jamais tu n'as douté de toi. Efface-moi ce sourire PA, diagnostic sociopathe ou pire, ou alors tu es juste trop con. Chaque jour tu m'épates et empires, tu te réinventes encore plus con. Si t'es con il y a un empire, t'en serais le Napoléon. Ça m'angoisse à quel point t'es fou sans limite et sans concession. Mais t'es trop con, depuis ta naissance tu fais du mauvais travail. Mais t'es trop con, tu as foutu le bordel de Paris à Shanghai. Trop con, pour ça c'est sûr tu mérites vraiment une médaille. Trop con, depuis ta naissance tu fais du mauvais travail. Trop con. B1OBA, Jerry Kems. Trop con. Zizi 85. Trop con. Maman je t'aime, 2021, on est là. Trop con. Ouais. Trop con. B1OBA en feat avec Jerry Kems, extrait de je ne sais quel album avec T'es trop con, à l'instant dans Mauvais Travail. Et tout de suite, le voici, le voilà, sans tambour, ni trompette, ni trombone, le mauvais dossier. Mais avant, jingle. Mais la terre est-elle creuse, est-elle plate, j'aimerais tellement le savoir. Depuis quelques années, on assiste à un truc plutôt curieux. Une chose qu'on ne comprend pas alors qu'on a fait d'énormes avancées dans les sciences spatiales, entre autres.
On a isolé le boson de Higgs, on a pris des photos de trous noirs et des clichés aussi impressionnants qu'émouvants tels que ceux de la nébuleuse d'Orion avec un bon gros télescope du nom de Webb, James Webb. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est loin de devoir encore spéculer sur la forme de notre planète car on a des preuves et on a pu réfuter de vieilles théories. Mais voilà. Une partie de la population mondiale se met à penser encore que la Terre est creuse ou plate, qu'à l'intérieur il y a des gens qui y font leur vie, ou encore que la Lune elle-même est creuse et squattée. Pourtant, la géologie contemporaine a prouvé que non, il n'y a pas de Terre creuse ni de Alf à l'intérieur en train de bricoler son vaisseau en mangeant des chats. Dans ce mauvais dossier, nous allons partir des tout débuts de ces théories et puis comme c'est mauvais travail, il est possible que l'on digresse sur quelques autres idées farfelues. Alors dis-moi Francky, cette histoire de terre creuse ou plate, ça a commencé quand ? Tiens d'ailleurs, on va faire un pile ou face avec une pièce plate, histoire de savoir par quel bout on prend cette histoire. Pile c'est creux, face c'est plat. Je lance la pièce. Ah, la pièce a arrêté de rouler. Encore une preuve, plus 1 point pour la terre plate. Non, c'est pile donc c'est creux. Allez vas-y Francky, à toi la main. Bon, on va pas vous spoiler, la Terre n'est pas creuse, désolé. Ah oui d'ailleurs, on va aussi vite évacuer un truc avant de commencer. Un petit peu par abus de langage, on dit qu'elle est ronde la Terre, mais vu qu'elle tourne, cette rotation lui confère une forme ellipsoïdale. Elle est donc un peu aplatie en haut, en bas. Allez vas-y Francky, c'est bon. Oh, le Michel a pensé sa compile méga faite. Alors, la théorie d'une Terre creuse ne date pas d'hier, mais plus précisément de 1692, et elle est signée Edmond Halley qui dit: Ah bah je veux qu'elle est creuse. Elle est même constituée d'une coquille creuse d'à peu près 800 bornes d'épaisseur, de 2 coquilles concentriques intérieures et d'un noyau central. Les coquilles sont séparées par une couche atmosphérique et ayant chacune ses propres pôles magnétiques qui tournent à des vitesses différentes. D'ailleurs, je pense même qu'elle abrite des habitants, des petits lézards dégueulasses avec des têtes de gland et des petits yeux là comme ça, ça ressort par le... Ok Michel, dans la dernière phrase tu inventes, c'est pas rigoureux, je suis pas d'accord. Edmond Halley, c'est le gars qui trouvera la comète à laquelle on donnera son nom lorsqu'elle repassera en 1758. Il découvre cet astre chevelu, traduction littérale du grec ancien Cometes Aster, qui donnera comète vers 1660. Elle passera nous faire coucou le 9 février 1986 et repassera le 28 juillet 2061. Soyez prêts. Edmond Halley est né le 8 novembre 1656 à Haggerston, dans le borough de Hackney à Londres, et il est mort le 14 janvier 1742 à Greenwich. Il était astronome et ingénieur britannique. Si sa théorie de la Terre creuse à la fin des années 1600 n'est pas forcément aberrante au vu des faibles connaissances que l'on a à cette époque, aujourd'hui, le retour de ses croyances est beaucoup plus que discutable. D'autres personnages tels que Leonhard Euler, un mathématicien et physicien suisse, vont plus loin en émettant également l'idée d'une Terre creuse, mais cette fois elle aurait un soleil intérieur qui fournirait chaleur et lumière à une civilisation avancée. Alors on n'est pas vraiment certain que Euler ait dit ça, car il s'agirait peut-être d'une mauvaise interprétation d'une digression du monsieur. On peut déjà se dire que les bases qui sont souvent fictionnelles sont au mieux bancales quand elles sont scientifiques, avec des guillemets que je viens de mimer, mais que vous n'avez pas vus. Mais j'ai bien mimé des guillemets, hein Michel ? Il a mimé des guillemets. Sir John Leslie, un physicien et mathématicien écossais, lui, avance l'idée de 2 soleils centraux. Alors on a 2 soleils à ma gauche, 2 soleils, qui dit mieux ? Non, toujours rien. Alors j'ai vendu pour la théorie à 2 soleils. Et donc, voilà, on a moult hypothèses qui pourraient être en plus sujettes à des interprétations foireuses. Donc il n'y a rien de concret, quoi. Plus tard, en 1818, John Cleves Sims, un officier commerçant et conférencier de l'armée américaine, lui pense que la Terre est constituée d'une grosse coquille de 1300 km d'épaisseur, avec des grosses ouvertures de 2300 km au niveau des pôles. A priori, pas discrètes, mais spoiler alerte, c'est pas pour autant qu'on les trouvera à ces portes. Il dira: Je déclare que la Terre est creuse et habitable à l'intérieur, contenant un certain nombre de sphères concentriques solides, l'une dans l'autre, et qu'elle est ouverte au pôle 12 ou 16 degrés. Je promets ma vie à l'appui de cette vérité, et je suis prêt à explorer le creux si le monde me soutient et m'aide dans cette entreprise. Toujours est-il qu'il prépare une expédition au pôle Nord, mais on lui met des bâtons dans les roues. Les journaux se moquent de lui, et le président des États-Unis de l'époque, Andrew Jackson, met fin à cette aventure absurde, parce que selon lui, la Terre, elle est plate. Andrew, mon vieil ami, s'il te plaît, file-moi quelques milliers de dollars, histoire que j'aille checker mes histoires improbables de terre creuse au pôle Nord. J'ai plus un rond. Non, je préférais largement subventionner ma théorie improbable qui dit que la Terre est plate. Désolé. Allez, ça rock kid.
Eh, salut les potes. Moi c'est Pete Agor. Vous n'auriez pas quelques milliers de dollars pour subventionner ma théorie très probable qui dit que la Terre est ronde? Bah, et t'es qui toi? Bon allez, et je vais te donner une avance. En plomb. Oups. Ronde. T'as entendu? La Terre est ronde. Bordel. Ah, le con. La Terre est ronde. On entend ces conneries de nos jours. Du coup, pour mes thunes, on fait quoi? Tu me vires ça en plusieurs fois? Pardon? Bah, j'ai Paypal. Bah, moi, tu sais ce que j'ai Péplon. Hein? Oups. Sims mourra en 1829 et pas tué par Andrew en fait, en ayant misé toute sa thune sans pouvoir prouver sa théorie, laissant ainsi ses enfants avec de jolies dettes. C'est quand même bien dommage. Si on avait voulu prouver que la Terre est plate, on aurait laissé l'autre faire son aventure histoire d'au moins réfuter cette théorie creuse. Plus récemment, en 1906, William Reed, un écrivain, écrit Le fantôme des pôles, un ouvrage qui relate une version terre creuse mais sans coquille ni soleil intérieur. Chacun son truc. D'autres œuvres littéraires, telles qu'Un voyage vers l'intérieur de la Terre, écrit par Marshall Gardner, mentionnent une Terre creuse plus fidèle à la version de John Claves Sims, dont on parlait un peu plus tôt. D'autres écrivains partent dans l'ésotérique avec une Terre creuse habitée, dont l'entrée serait l'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou ou même Moncu dans le Lot. Le nom de ce merveilleux monde souterrain, pour certains, est Agartha. Mais Agartha, c'est quoi ? Alors oui, ces théories sont de vrais rabbit holes, comme le disent nos amis anglophones. Et on va plonger dans ce trou de lapin qu'est Agartha avant de reprendre le fil. T'aurais pas moyen de reformuler en moins littéral ? Hein ? Ça me rend mal à l'aise quand tu dis plonger dans un trou de lapin, je sais pas. Ouais. En plus, on est plus sur un trou de reptile, mon gars. Ouais, je te comprends. Alors plongeons dans ce terrier de lapin ou de reptile qu'est Agartha. Ah, c'est mieux. Et c'est creux. Alors, l'Agartha, ou Agarthi, Agardi ou même Asgartha est selon Wikipédia un souterrain mythique. Pour vulgariser, l'Agartha serait donc une version de la Terre creuse à base de royaumes souterrains reliés à tous les continents de la planète par l'intermédiaire d'un genre de réseau du style métro-parisien mais à l'échelle mondiale. Pour le moment, rien de nouveau sous la Terre creuse, mais nous allons ici aussi nous faire une petite chronologie agarthienne de 1873 à 1927, et comme on est dans mauvais travail, les ovnis sont également de la partie, car oui, selon Henrique José de Sousa, président de la Société théosophique brésilienne, oui, la théosophie, encore, toujours et déjà, propose en 1950 que les ovnis proviennent de l'Agartha, monde intraterrestre dont la capitale est Shambhala. C'est d'ailleurs la fondatrice de la Société théosophique, Elena Petrovna Blavatsky, qui évoque Shambhala dans son livre La doctrine secrète, tout un programme. Selon elle, la capitale est située quelque part dans l'actuel désert de Gobi. Rentrons à présent dans notre frise chronologique agarthienne, parce que là, je digresse et c'est un peu le problème dans ces histoires qui partent dans tous les sens. Donc, le royaume de l'Agartha est aussi à la base de la théorie des partisans de la Terre creuse, affirmant que l'intérieur de la Terre n'est pas uniquement composé de matière solide, mais aussi d'océans, de masses de terre auxquelles on peut accéder par des entrées présentes au pôle Nord comme au pôle Sud, ou à travers de profondes failles de la surface de la planète. Les premières traces de ce monde apparaissent dans la littérature française. Cocorico. Au XIXe siècle, dans des bouquins parlant de légendes et de mythes hindouistes et bouddhistes. Le thème réapparaît au début du XXe siècle via le témoignage très contesté d'un universitaire aventurier. Ce genre de gars qui se balade avec un fouet et un chapeau à la recherche de trucs mystérieux. Son nom, Ferdinand Ossendowski. Ses fameuses aventures le mènent en Mongolie, d'où il rapporte des connaissances sur le royaume d'Agartha. On en reparlera. L'Agartha se mélange ensuite au mythe des mondes disparus, d'autres thèmes contestés tels que l'Hyperborée, un peuple mythique de l'Antiquité, l'Atlantide, une île mythique engloutie à cause d'un cataclysme provoqué par Zeus, tout un mauvais dossier elle-même, ou même la Lémurie, un continent hypothétique situé dans l'océan Indien. Encore une fois, le New Age s'en empare par le biais des fameuses théories de la Terre creuse. Agartha, c'est One Love, c'est un monde idéal à base de connaissances et de pouvoirs surnaturels. À Agartha, il n'y a pas de violence et la paix est la norme. Le mythe d'Agartha apparaît d'abord en 1873 avec Louis Jacolliot. Dans son bouquin Le Fils de Dieu, Louis Jacolliot, écrivain français, aborde l'histoire de l'Inde, sa genèse et l'influence qu'elle aura sur toutes les religions connues qui pour lui n'en sont que des gros remixes. Pour la faire courte, à la tête de la caste dirigeante des Brahmes, membre d'une des 4 castes dirigeantes définies par l'hindouisme, se trouve le Brahmatma, la grande âme en sanskrit.
un chef religieux placé par les Brahmes comme une manifestation visible et permanente de Dieu sur la terre. Donc, l'Agartha, selon Louis, est l'ancienne cité solaire du grand prêtre Brahmatma. Ouais, j'ai bien connu tout ça. C'était normal à l'époque. Grand prêtre Michel, pas grand-père. Et s'il y a une imitation de grand-père Simpson à faire, c'est mon taf, pas le tien. Ok. En 1910 se pointe Saint-Yves d'Alvèdre, poète et écrivain français, un mec vu comme un occultiste, mais qui, selon lui, ne l'est pas. Mais dans ce milieu, il fait quand même figure d'autorité, mais lui, il aime pas ça. Son second Agartha est, selon lui, un royaume souterrain disposant d'une grande université, un genre de Poudlard dirigé par Dumbledore, ou plutôt une université centrée autour d'Ayodhya en Inde. Pour la faire courte, ce deuxième Agartha a été délocalisé sous les monts de l'Himalaya en 1800 avant Jean-Claude. Le roi de ce monde garde un secret qui permet de fabriquer en toute discrétion des armes puissantes grâce auxquelles le Christ anéantira le mal et établira la paix. Ah bah oui, on ne fait pas d'omelette souterraine sans casser des gueules. L'inspiration de Saint-Yves viendrait peut-être du royaume Shambhala décrit dans les textes Kalachakra, si c'est un vrai mot, et c'est un tantra, signifiant la roue du temps, du sanskrit chakra signifiant roue, et Kala évidemment signifiant temps au noir. On va quand même préciser qu'un tantra est un courant spirituel complexe qui vient de l'Inde. Donc ça, c'était la version 1910. Mais vient en 1922 Ferdinand Ossoliński et son roi du monde. Ferdinand est un géologue, explorateur, homme politique et auteur polonais de récits d'aventures et de voyages. Lui, il a connu Agartha en se baladant avec des potes mongols. En Mongolie, en 1921, lui et le prince Shultun Beyli auront une conversation du genre au sujet d'Agartha. C'est quoi tes histoires d'Agartha, Shultun ? C'est un royaume qui s'étend à tous les passages souterrains du monde entier. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lesquels règne le roi du monde. Il connaît toutes les forces de la nature, lit dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. Et tu le vois le gros trou là-bas ? Ah bah ouais, pour sûr, c'est un gros trou, ça. Eh ben ça, c'est la porte de monde souterrain détenteur du pouvoir et relié à tous les continents. Sérieux ? Ouais, et c'est bien profond. Tiens, regarde de plus près, là. Regarde, juste là. Oh, monde souterrain détenteur du pouvoir ! J'arrive ! Imbécile. On a un peu modifié l'échange, mais l'idée est là. Ce qui est vraiment raconté par Ferdinand, par contre, c'est que dans cette version, le roi du monde reviendra en temps utile pour nous sauver. Vraiment très original. Bon, Ferdinand dira quand même qu'il ne voit dans l'Agartha et le roi du monde qu'un mythe politique. Je suppose que cette légende a une origine politique. Aucune nation de l'Asie n'étant assez forte pour soutenir temporellement l'impérialisme de la religion jaune. La religion jaune ? Oui, la religion jaune, ou plutôt chamanisme jaune, est un type de chamanisme pratiqué en Mongolie et Sibérie qui incorpore des rituels et traditions du bouddhisme. Le terme jaune indique ici l'école des bonnets jaunes, les Gelugpa, du bouddhisme tibétain, branche du bouddhisme Vajrayana, qui portent les gilets rouges, les bonnets jaunes pendant leur service. Ok, continuons. Je disais quoi Oui, donc... aucune nation de l'Asie n'étant assez forte pour soutenir l'impérialisme de la religion jaune, cette fonction a été dévolue à une humanité souterraine et à son chef en attendant le nouveau Genghis Khan. Pour clore le chapitre Ferdinand Ossoliński, sachez que le Copy Comics de 1925, l'explorateur Sven Hedin, a mis à jour le pompage conséquent par Monsieur Ferdinand d'un concept inventé par des auteurs français. Allez Marty, maintenant direction 1927 avec René Guénon et le roi du monde. Oui, encore le roi du monde. Ouais, pas très inspiré, me direz-vous, mais en fait, c'est pas très déconnant, puisque René a bossé avec Ferdinand lors d'une table ronde organisée par les Cahiers du Mois. Bon, les Cahiers du Mois, je sais pas trop ce que c'est, sûrement un rendez-vous mensuel où tu mets sur table des théories bien gauleries pour éditer un Cahier du Mois. Voilà, j'en ai pas plus. Donc bon, ça se tient. Guénon ne réinvente pas l'eau chaude, mais complète un peu les histoires de Ferdinand. On y apprend que les rois du monde font tout ce qu'ils veulent, ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls, mais surtout... Notre roi du monde, là, il offre une pierre noire au Dalai Lama. Hé, Dalai, avant que j'oublie, j'ai un chouette truc pour toi. Oh, une grosse pierre noire! J'en rêvais! Il est con, quoi! Pourquoi mes fans me refilent tous leurs vieux cailloux, genre je collectionne? J'ai pas un centimètre cube de plus dans ma calaxe pour cette merde. En vrai, même derrière cette histoire de pierre noire, il y a pas mal de choses à dire, puisque selon certains adeptes de lithothérapie, les pierres noires proviennent des entrailles de la Terre, ou des confins de la galaxie dans le cas du diamant noir. Elles sont naturellement associées à la sobriété et à la constance. Tourmaline noire, obsidienne, onyx ou jaspé, toutes sont des pierres d'ancrage. Ah, la science. Cela dit, j'en ai deux et ça m'a vraiment bien réaligné mes chakras.
Oui, car la lithothérapie est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin. Les pierres et cristaux agissent sur le plan physique et psychique en rééquilibrant les fonctions vitales de l'organisme. La science. Bon, perso, je serais pas contre d'y croire et d'essayer, mais si ça fonctionne, je ne saurais pas si c'est parce que j'ai réussi à y croire. Du coup, j'essaye pas. Bon, tout est dit, on continue et on retourne sous la terre, mes petites topsures. Bref, le roi du monde vivrait dans une communauté bien à l'écart d'une autre de monde, dans l'Agartha, mais aurait une influence sur cette civilisation. Bah ouais, ils ont le savoir en bas, alors c'est quand même bien normal de faire croquer les voisins du dessus. Même s'ils sont un peu chiants, les voisins du dessus, à faire du bruit, à faire la guerre et la teuf. Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel! Merci. Respire, Michel, respire. Alors, mais là... Respire. Nous allons terminer sur Agartha avec une dernière source littéraire sur le thème. Willis George Emerson, un auteur anglais, nous conte l'histoire d'un marin norvégien, Olaf Jansen. Celui-ci, au cours de sa carrière de navigateur vers le Grand Nord, se retrouve un jour happé dans un trou dans la mer. Ça fait mal. J'ai aspiré de l'eau, et non. Oh là là, c'est pas agréable, il y a mes yeux qui piquent, moi je peux plus, j'aime pas ça. C'est bon, Michel, c'est bon. Hein, je crois qu'on a l'idée, c'est okay. Bon, merci Michel. Notre navigateur aurait par la suite habité dans des villes souterraines pendant 2 ans. Les habitants, et ça va vous rappeler les Omites, ce peuple dont nous parlions dans l'épisode 15 de Mauvais Travail, sont grands, très grands, à base de plusieurs mètres de haut. Ils sont blonds, ils ont les yeux bleus et ils ont la peau très claire. Ah, c'est marrant qu'à chaque fois les êtres avancés soient grands, blonds avec des yeux bleus. Sûrement un complexe de petits bonhommes bruns moustachus, allez savoir. Cette version, qu'ils n'appellent pas Agartha, ressemble peu ou prou aux autres. Dans ce système, il y a plusieurs colonies qui possèdent toutes leur propre écosystème accessible par des petites portes secrètes dans des montagnes ou autres, encore un qui n'a rien inventé. Toutes les villes sont reliées par un système de transport hyper rapide, à 2 doigts d'inventer le métro en 1908. Le premier métro ayant été mis en circulation à Londres le 10 janvier 1863, il était à 2 doigts de rien. Merci pour l'info et ce ton condescendant, Francky. Alors, selon le récit, les habitants de ce monde souterrain seraient les survivants de l'Atlantide ou les Lémuriens de Lémurie. Alors, pas les petits primates tout mignons de Madagascar. Hein. Alors, les Atlantes et les Lémuriens n'ont d'ailleurs pas voyagé léger en emportant sous terre leur science et leurs textes sacrés. Michel, attends, je te connais trop. Tu serais pas en train de visualiser des lémuriens vers son petit singe mignon avec des sacs à dos géants remplis de bouquins, là? Allez-y, mes petits potes, poussez fort avec vos petites pattes musclées et apportez vos connaissances antédiluviennes dans cette bonne vieille terre creuse. Michel, réveille-toi, c'est l'heure du jeu! Ah, les sacs à dos sont beaucoup trop gros. Vraiment. Quoi? Non, rien, c'est l'heure du jeu, non? Mais oui, c'est l'heure du jeu, C'est parti. Oh. C'est le nouveau jeu de C'est le nouveau jeu de Francky. Écoutez, les enfants, j'ai trouvé un nouveau jeu. Alors, c'est un jeu qui est pas si nouveau que ça parce qu'en fait, j'ai complètement pompé à une boîte de jeux de la marque Hasbro. Il s'agit du jeu Tabou. Le principe est simple. Tu as une carte avec un mot à faire deviner, sauf qu'il y a une liste de mots que tu n'as pas le droit de prononcer. Là, vous êtes 2, toi Michel et toi Alice. Qui es-tu Alice? Alice Mackenzie. Je suis Alice Mackenzie et je participe au podcast pour la première fois. Bienvenue Alice. Merci. Alors, je te rassure tout de suite, ce soir tu ne vas pas être en concurrence contre Michel, vous allez jouer ensemble pour atteindre un même but commun, un objectif qui est de faire deviner à chacun 5 mots en 90 secondes sans prononcer une liste de mots que je vous impose. On est OK ? Ok. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire 2 manches. Pendant une manche, ça va être Alice qui va faire deviner 5 mots à Michel en 90 secondes, et l'autre manche, ça va être l'inverse. Nous allons tirer à pile ou face, puisque c'est l'épisode 27 et 28. Pile, la Terre est creuse, face, la Terre est plate. Et donc, comme toi, Alice, tu es notre invitée, tu vas lancer la pièce pour tirer pile ou face. Alors, tu choisis pile ou face ? Face. Donc, si c'est face qui sort, c'est toi qui commences à faire deviner à Michel. On est d'accord. Hop, eh bien, ça tombe sur face. Donc, c'est toi, Alice, qui va te faire deviner 5 mots à Michel. C'est les 5 mots 90 secondes. Mais chut, il y a des mots interdits avec Franck Magic. On est parti. Alors, je vais d'abord programmer le chronomètre, si besoin, parce que là c'est la merde. Ah oui, non, minuterie... On n'a plus les droits pour les instrus, je suis obligé de les faire en live, je suis désolé. Pardon.
Quand je vais dire top, ça lance 90 secondes, tu as 5 mots à prendre. T'es prêt, Michel? Donc c'est Alice qui fait deviner. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Top. Alors, c'est pas un humain, c'est par exemple un chat, c'est quoi? Un animal? Voilà. Un félin? Et ben c'est en général on dit que ils s'aiment pas trop. Chien et chat? Chien? Oui. Voilà, parfait. Alors là il faut deviner un personnage de film. D'accord. Et alors l'acteur principal, il a pris sa retraite parce qu'il a une maladie neurologique. Bruce Willis. Willis. Et bah du coup c'est quoi son rôle principal? Enfin. John McClane. Oui, bravo. Oui, c'est ça. Alors là c'est c'est chaud. Je sais pas, de la braise. Non, attends. Par exemple, toi, t'as Facebook et t'as... Et bah, avec le petit oiseau, là. Ah, le petit Twitter, les réseaux sociaux. Bravo. Bien. Alors, ça, c'est un acteur français qui est décédé. Ah, Guillaume Canet. Et qui avait un... Ah, putain. Alice a perdu. Elle a prononcé le mot acteur qu'elle devait pas dire. C'est pas... On va dire comme le 5e. Bon, ok. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations pour justement préserver les droits. Et il a dit. T'as dit quoi comme mot, Michel? Retraite. Oui, bravo. Oui, c'est bon. Et bravo. Bon, alors, Alice a merdé, elle a prononcé un mot qu'il fallait pas dire, mais quand même, il y a quand même 4 mots sur 5. Ça, c'est le chrono qui a fini. Bah ouais, j'ai voulu aller trop vite. Magnifique. Voilà. Bon, il y a quand même eu 4 mots sur 5, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. Okay. Bravo. Ouais. Alors, du coup, manche suivante. Donc, ce qui va se passer, Michel, c'est que c'est toi qui vas faire deviner à Alice. Alors, vous êtes prêts? Yes. Parti. Top. Alors, oh là 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 là. Oh, c'est pas facile ça. Bon, format musical. Ouais. Format musical. MP3. Oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est un acteur dont j'ai prononcé le nom 5 fois tout à l'heure. T'as dit acteur, t'as pas le droit. On passe au suivant. Ah, bordel. Putain, oh là là, c'est dur. Vas-y, dis n'importe quoi. Genre les gamins ils jouent avec des trucs avec des points rouges qui te mettent sur le front. C'est des snipers? Non, tu sais, c'est des pistolets, non, juste avec des une petite pistolets à eau, avec un truc. Ah, des lasers. Oui, laser. Oui. Il est mort. Il est mort. Ouais, ok. Il était sur la première chaîne. Et donc... Ah, Jean-Pierre Pernaut. Oui, bravo. Ensuite, donc forcément ça je peux pas dire. La terre de pierre et de feu, le pays de pierre et de glace et de feu, je crois. L'Islande. Ouais. Son ambassadrice la plus. Time York. Oui. On accorde le point. Merci. Oui, on accorde le point. Bravo Michel. Bravo. Alors là évidemment j'avais du mal à retrouver pourquoi le premier truc qui me vient c'est terre de glace et de feu, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on compte le score. Hein. Il y a quand même 2 fois 4 mots. Devinez. Oui. C'est pas mal. Tu sais quoi, t'as vu, c'est encore Guillaume Canet à 1000 brins. Hein. Je suis désolé. Mais... C'est Guillaume Canet à 1000 brins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en fait. Guillaume Canet, Voilà. On va voir quels étaient les mots à faire deviner et à ne pas dire. Alors, on va voir sur du coup les mots que Michel devait faire deviner. Pour MP3, il ne fallait pas dire musique, son, iPod, fichier, Napster, Emule ou autre. Et donc j'ai dit format musical, et heureusement que Alice avait du nez, hein, parce que c'est dur. J'ai hésité à te censurer pour musical, mais je me suis dit, allez, ça va, soyons souples. Oui, c'est vrai que c'est la même famille que musique, ouais. C'est vrai, mais un peu de souplesse ne fait pas de mal. Tu peux rien dire. Voilà. C'est bien, merci. Alors ensuite, effectivement, tu t'es grillé quand tu as dit acteur, tu ne pouvais du coup plus faire deviner le nom de Guillaume Canet. Il ne fallait pas dire cinéma, film, acteur, comédien, Astérix, Obélix, Marion Cotillard, personne et surtout le mot charisme. Ouais, j'aurais dit genre soit meilleur ami de Gilles Lelouch ou alors venez au cinéma sinon si vous venez pas voir mon film
Ah mais t'aurais dit cinéma, donc t'aurais perdu aussi. Ah shit. Okay. Ah attention, t'aurais dit venez en salles obscures, sinon le cinéma français est foutu. Ah exact. Alors laser, bah voilà, il fallait faire deviner laser, tu as réussi. Il fallait pas dire lumière, il fallait pas dire rayon, il fallait pas dire science-fiction, il fallait pas dire Star Wars, et il fallait surtout pas dire Jean-Michel Jarre. Donc comment tu fais pour faire deviner laser sans dire tout ça? C'est impossible. Parce que c'est vraiment le premier mot qui m'est venu, c'est Jean-Michel Jarre. Hein. Exact. Et ouais, c'est pour ça que j'avais anticipé, donc tu pouvais pas le dire. Mais t'as quand même réussi, et ça, je te dis bravo, et aussi bravo à toi. Alice, bravo Alice. Jean-Pierre Pernaut, pareil, tu as réussi. Il fallait pas dire présentateur, journal télé, 13h, TF1, Terroir, Réac. Et Björk, que tu as réussi à faire deviner. C'était pas évident, parce qu'il fallait pas dire chanteuse, il fallait pas dire musicienne, islandaise, Dancer in the Dark, voix, et le pire que tout, il fallait surtout pas dire clatter, crash, clac. Et ça, c'était quand même pas évident. Ouais, c'est vrai. Donc, bravo Michel. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que Alice a dû te faire deviner. Il fallait te faire deviner, d'ailleurs, elle a réussi, chien, sans dire animal, patte, laisse, croquette, meilleur ami, Ruffo. Ah bah, voilà. John McClane, elle est parvenue sans te faire... elle est parvenue à te faire deviner John McClane. Oui, acteur qui est malade, ouais. Voilà, sans dire Bruce Willis, mais elle t'a fait deviner. Évidemment. Sans prononcer n'importe quel titre de film Die Hard, sans dire tour, immeuble, sans dire yippee-ki-yay, et sans dire Marcel. Vraiment pas évident. Twitter, comment faire deviner Twitter sans dire réseau social, internet, Clash, Elon Musk, Donald Trump, stagiaire 3000. Ah bah évidemment. Stagiaire 3000, c'est mon profil sur Twitter, les enfants. Suivez-moi parce qu'on n'a pas assez de. C'est vrai. On n'a pas assez de suiveurs, bordel. J'ai essayé de faire des clashs. Jean Rochefort. Il y a pas assez de gens qui nous suivent. J'ai pas eu le temps, Jean Rochefort. Mais oui, il fallait faire deviner Jean Rochefort, mais je crois que t'as dû dire cinéma, je crois, ou film, ou je sais plus. Il fallait faire deviner Jean Rochefort sans dire cinéma-film, sans dire acteur-comédien, moustache, Don Quichotte, chanson et charisme. Et oui, parce que chanson, tu aurais pu très bien faire référence à cette chanson qui est passée dans Mauvais Travail. Ah oui, c'était à la bien barre ça. de Jean Rochefort, tu vois, ça aurait pu être ça. Fabuleuse chanson. Et dernier mot, retraite. Il fallait pas dire. Alors, en fait, on ne pouvait dire aucun chiffre. Alors, n'importe quel chiffre était impossible à dire. T'as mis tous les mots à suivre et il y a le mot toucher et vieux vieille qui se suivent. Et je sais pas, c'est toucher des vieux. Je sais pas. En fait, voilà, pour faire deviner le mot retraite, tu ne pouvais prononcer aucun chiffre. Tu pouvais pas dire travail, boulot, taf, job. Tu pouvais pas dire toucher, ni vieux, vieille, ni après. Et tu pouvais encore moins dire borne ou borné. Voilà. Donc franchement, je trouve que vous avez très bien tiré les enfants. Merci Francky pour ce jeu. Merci. Eh ben écoute, vous me remercierez dans l'épisode 28 parce qu'on va refaire une manche dans l'épisode suivant. Oh là là. Vous êtes chauds les enfants? À fond. Oh bah oui, moi je suis chaud hein. Ah ouais, je suis chaud. Bah merci mon petit Francky, tout de suite, et bien nous allons replonger dans ces histoires de terre creuse. Oh là là, j'ai hâte parce qu'après, bah vous allez voir, il y a du lourd qui va arriver. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence comme une pub. Mais ce n'est pas un rêve, mon kiffran. C'est bien une pub. C'est ton Truman Show, là. Oh non. Mais non. Tu connais le rêve de Francky? Bah oui, c'est moi qui raconte mes rêves dans l'émission. T'es sûr que ça va bien, Michel? Francky, c'est une pub. Tu dois bêtement répondre non ou oui à tout ce que je te dis. Allez, joue un peu le jeu, là. Ok. Francky, tu connais le rêve de Francky? Oh oui, je connais bien le rêve de Francky, c'est une séquence où Frank Magic raconte un rêve en lien avec le thème de l'émission. Exact, et à partir de maintenant, retrouvez le rêve de Francky sur toutes les plateformes dans un podcast indépendant de Mauvais Travail. Tous les épisodes entendus dans Mauvais Travail vont arriver, et si Francky est productif, il y aura des exclusivités. Le rêve de Francky est un podcast Mauvais Studio. Mauvais Studio. Mais la Terre est-elle creuse, est-elle plate, j'aimerais tellement le savoir. À présent, on en a fini avec Agartha et on va replonger plus globalement dans cette terre creuse avec d'autres théories. Selon certains récits, les extraterrestres y auraient leur base secrète. Pour d'autres, ils viendraient de l'intérieur de la Terre. Vers 1945, des magazines de science-fiction comme Amazing Stories font la promo de cette vision des choses. Amazing Stories présente ces histoires comme des faits réels. Richard Sharp Shaver, un des auteurs, prétend qu'une race supérieure préhistorique a bâti moult cavernes, des villes souterraines à l'intérieur de la Terre, qu'ils ont ensuite quittées à cause des radiations nocives du Soleil. Certains sont restés, mais très peu ont gardé une certaine noblesse. Ceux-là sont les Terros. Le reste, ce sont les Deros.
eux, ils ont dégénéré pour devenir des sadiques déficients mentaux. Ils sont encore sous nos pieds au moment où je vous parle. Pas full Magic, on est bien là. Je veux qu'on est là. Ils utilisent des machines abandonnées par les anciennes races pour enquiquiner les hommes de la surface. Plus précisément pour les enlever par milliers pour leur viande ou pour les torturer. Shaver rapporte que des voix d'origine inexplicable émergent de sous la terre. Par la suite, de nombreux lecteurs affirment avoir entendu ces voix sataniques. Inexplicable. Bon, je retire, il est quand même un peu con le Magic. Je veux qu'il est con. Là c'est pareil, dès qu'un couillon affirme avoir vu un triangle lumineux dans le ciel, vous pouvez être certain que des milliers de triangles lumineux vont venir polluer notre jolie voûte céleste pendant toute une décennie. Et comme il n'y a pas de théorie complotiste sans nazi, eh bien certaines disent qu'un petit moustachu nerveux, vous voyez de qui je parle, et des gars de sa team, se sont échappés dans ces réseaux souterrains après la Seconde Guerre mondiale via les gros trous situés dans l'Antarctique ou au pôle Sud. D'ailleurs, on aborde une autre théorie ovni nazi dans l'épisode 6 de Mauvais Travail à 19 minutes 50 et le nom de ce banger, c'est IGG 3000 et les potes de l'espace. D'ailleurs, on salue IGG 3000 si elle nous écoute, mais là j'ai des doutes parce qu'elle n'existe que dans nos têtes. À toi Francky. Bon, à présent, on va parler de deux autres concepts de terre creuse qui existent bel et bien dans les têtes de leurs créateurs, sauf que ceux-ci sont à ce point rigoureux scientifiquement qu'ils n'y croient pas vraiment. On va d'abord vous parler de la sphère de Dyson. Rien à voir avec Miles Dyson, l'inventeur du microprocesseur qui donnera naissance à Skynet. Je vous parle de Freeman J. Dyson, un physicien théoricien et mathématicien britanno-américain qui a quitté le monde physique en 2020 et qui est à l'origine de plusieurs concepts comme la transformée de Dyson, l'arbre de Dyson, la conjecture de Dyson, la série de Dyson, le hoverboard de Dyson, l'aspirateur de Dyson avec système de filtration global avancé qui sépare les fines poussières et les débris sans perte d'aspiration. En plus, il y a une poignée articulée à 360 degrés pour un nettoyage facile et polyvalent. Non, ça c'est James Dyson. Ah, il est doué, hein, je dis pas, mais lui, il a créé des aspirateurs sans sac. Bon, alors, cette sphère de Dyson, qu'est-ce que c'est ? C'est une méga structure artificielle, une sphère creuse construite autour d'une étoile et qui capture son énergie lumineuse. Et ben là, voilà la solution à la crise énergétique mondiale. Oui. Tous les pays du monde vont s'unir pour construire une sphère de Dyson. Oui. Électricité à volonté, pas de limite. On va pouvoir produire comme des porcs jusqu'à la fin. Et si on y met des technosignatures, on peut détecter des civilisations extraterrestres dans l'autre espace. Évidemment, il s'agit d'une hypothèse que Dyson a formulée dans un article publié par Science en 1959 et intitulé « Recherche sur les sources stellaires artificielles de rayonnement infrarouge ». Ce travail, lui, a été inspiré 14 ans plus tôt par une nouvelle de science-fiction d'Olaf Stapleton, Star Maker. Elle-même certainement influencée par une autre sphère, celle du physicien John Damon Bernal. Toujours est-il qu'il n'a pas poussé ses recherches au point de rendre ce projet réalisable, avec toutes les contraintes qu'il implique. Évidemment, cette idée a inspiré la littérature, science-fiction en particulier. Elle a été reprise dans la série Star Trek, dans des jeux de rôle, dans des jeux vidéo comme le célèbre Halo où des Forerunners construisent une sphère de Dyson pour se protéger. Ainsi, le projet a été imaginé sous plusieurs formes dont on retient deux versions plus ou moins envisageables en vrai. Première version, la coquille, un revêtement intégral qui demanderait une quantité monumentale de matériaux adaptés aux chaleurs extrêmes. Mais bon, problème, la gravité et le poids considérable de tout ce matos, ça ne tiendrait pas, ça s'effondrerait sous son propre poids. Il y a une variante plus sympa qui serait une couche atmosphérique et un sol sur la surface intérieure qui permettrait de développer des formes de vie organiques. Mais bon, problème, la gravité qui compliquerait le simple projet de faire tenir des trucs sur cette surface. Deuxième version, plus proche de l'idée de Freeman Dyson, l'essaim. Il s'agit d'une structure discontinue, une multitude de collecteurs solaires, 10 millions, en orbite autour de l'étoile. Petit problème, certains feraient de l'ombre à d'autres, ce qui réduirait leur efficacité. Mais attention, l'idée a été reprise récemment, en juin 2022, par un astrobiologiste allemand, Dirk Schulz-Makusch, qui se passionne pour les hypothèses de vie extraterrestre et, depuis une dizaine d'années, pour la sphère de Dyson. Avec un ancien étudiant, Dirk a conceptualisé un design pour des satellites de 3,7 tonnes qui pourraient être construits avec du simple fil de cuivre et qui permettrait d'alimenter en énergie l'équivalent de 1000 foyers américains, soit à peu près plus de 300 000 foyers soudanais. L'originalité des Solar Wind Power Satellites, satellites d'énergie éolienne solaire, c'est d'utiliser non pas l'énergie de la lumière visible, mais les électrons qui constituent la moitié du vent solaire. C'est ce que m'apprend Cory.sled.fr, j'avoue que j'étais pas au courant. Problème, ils n'ont pas trouvé le moyen de les rendre auto-nettoyants, donc pas très durables comme bazar. Aussi les gars, il va falloir trouver le moyen d'envoyer ces millions de collecteurs en orbite autour d'une étoile, hein.
Ce serait peut-être plus raisonnable d'en faire une BD, un film de Christopher Nolan qui se déroulerait sur 3000 ans et développer des concepts pour baisser les besoins en énergie. Enfin, je dis ça... Ouais, j'en pense pas moins. Alors maintenant, on va passer à un autre projet d'origine plus récente. Ça s'appelle Globus Cassius et ça vient d'un architecte suisse, Christian Waldvogel. C'est pas évident à expliquer. Pour le dire avec des mots simples, Globus Cassius, c'est un icosaèdre géodésique comprimé avec 2 ouvertures diagonales. Ces arêtes sont soutenues par un squelette rigide rempli avec une coque ou avec des coupoles dont la concavité est tournée vers l'extérieur. Ok. C'est le moment d'aller chercher une image, parce que c'est chaud à décrire. Bon, je vais essayer. Il faut imaginer une orange creuse dont on a enlevé une bonne partie de la peau sur les 2 côtés. Et ensuite, il faut voir l'intérieur de la peau comme la surface habitable de la Terre sur laquelle on tiendrait debout. Vous pouvez visualiser la chose en vidéo sur YouTube en cherchant « This is why this megastructure will transform Earth into a death trap for humans ». Voilà pourquoi cette mégastructure transformera la Terre en un piège mortel pour les humains. Allez à 3 minutes et 18 secondes. Et bien évidemment, on mettra le lien en description. Tout à fait. En tout cas, ce projet implique de creuser tour à tour la croûte terrestre, le manteau et le noyau de la Terre, de les transporter à l'extérieur, les transformer pour les rendre moins denses, plus résistants et en faire des matériaux de construction. Une logistique en forme de gros chantiers un peu partout sur la planète à base d'immenses ascenseurs à l'intérieur de tours de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre pour une longueur totale d'environ 165 000 kilomètres pour transporter les matériaux en orbite géostationnaire. Problème, tout ce démantèlement entraînerait un bouleversement de l'équilibre de la Terre qui se contracterait avec fonte des calottes polaires et effondrement de la gravité. Perte soudaine de l'atmosphère et de l'hydrosphère avec phase de transfert dans l'espace vide jusqu'à la surface intérieure de la Globus Cassius. C'est la phase de Big Rain. Grande pluie. À anticiper en creusant des canaux, des tranchées pour créer des nouveaux cours d'eau, des lacs et des mers dans la région équatoriale. Problème, pendant la période des grandes pluies, la Terre serait inhabitable. Donc l'idée ce serait de transporter les graines, les animaux, les humains, les sites culturels à préserver, les films avec Jean Rochefort, dans les tours, en attendant la fin du transfert de l'atmosphère sur le Globus Cassius. Problème, la Terre n'aurait plus de noyau, et donc plus de champ géomagnétique, et ça foutrait le bazar, mais on ne peut pas développer de manière... On a compris que ce serait infernal à concevoir, tout ça. Effectivement. Ce projet, Christian Waldvogel l'a présenté à la Biennale de l'Architecture de Venise en 2004, à l'aide de modélisation, de plans, d'apparence scientifique sérieuse. Son Globus Cassius permettrait de multiplier par 45 la surface habitable du globus que nous connaissons. Et ce mec, en 2010, est revenu impressionner la galerie avec une vraie performance de cascadeur. À bord d'un avion de chasse des forces armées suisses, il vole en contresens de la rotation de la Terre en vitesse supersonique. Ainsi, il dit être resté immobile dans l'air. La preuve ? Un papier photo qu'il a maintenu 4 minutes contre la vitre du cockpit et qui témoigne non pas d'une lumière qui aurait suivi une trajectoire solaire, mais qui révèle un point témoin d'une absence de mouvement de lumière. Ouais, et on rappelle le nom de ce monsieur ? Christian Waldvogel. J'adore. Francky, maintenant qu'on en sait plus sur ce qui serait certainement peu possible en matière de terre creuse, selon la science, plus ou moins sérieuse, voyons ce que disent ceux qui savent ce qui est déjà certainement fort possible selon leur science plus ou moins sérieuse. On va terminer par une dernière histoire assez récente avant de parler des supposés habitants de la terre creuse bien connus de nous tous. Le 4 juillet 2007, un navire doit quitter la Russie avec toute son équipe composée de scientifiques, ingénieurs, cinéastes, photographes, experts en communication, DJ, pizzaiolo et sûrement un chat de navire pour chasser les nuisibles. Selon l'équipe, la Terre serait pleine dans notre univers tridimensionnel mais creuse dans la 4e dimension. Alors, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais certains arguent qu'il faut établir et maintenir un état de conscience à bord du navire le plus haut possible pendant 13 jours, histoire de pouvoir accéder à cette 4e dimension. Alors j'imagine que ça doit être foutrement douloureux tout cela, mais toujours est-il que si un membre d'équipage ne joue pas le jeu, ça gâcherait le truc. C'est dommage, mais on n'en saura pas plus car le voyagiste annule le trip marin au motif que l'organisateur aurait une maladie très grave. Celui-ci meurt de façon foudroyante et le projet est stoppé. Comme par hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bizarre. Et puis surtout, c'est dommage car c'est encore une tentative pour prouver que la Terre est creuse qui tombe à l'eau. 2 théories se battent également en duel, avec la Terre creuse convexe versus la Terre creuse concave. Mais on ne va pas développer sinon on n'en finira jamais. Surtout qu'on a envie de vous parler des habitants de cette Terre creuse selon les propres recherches de certains. J'ai nommé les reptiliens. Alors on va quand même signaler que plus de 12 millions d'Américains sont plutôt convaincus de l'existence de reptiliens aux postes les plus importants, le plus souvent en politique. Cette histoire de reptiliens ne date pas d'hier, même si ce n'est que plus récemment qu'elle a été popularisée. On vous dira comment.
Le nom scientifique, et là je mets de grands guillemets à scientifique, des guillemets que j'ai visuellement matérialisés avec mes doigts, mais vous pouvez pas les voir parce que... Oui, Francky, j'ai vu, t'as fait des guillemets avec tes doigts, tu peux continuer, vas-y. Oui, pardon, non, mais parce qu'après les gens vont penser que je crois sérieusement à tout ça, et moi ça me fait de la peine quand j'y repense le soir et que je cherche fort mon doudou en forme de Vin Diesel. Donc, le nom plus scientifique que reptilien, c'est reptile humanoïde, aussi plus vulgairement appelé homme ou femme lézard, dinosauroïde ou personne en situation de lézardisation. Mais il paraît qu'il préfère reptilien, c'est beaucoup plus strict. Il s'agit donc de créatures légendaires, mi-humaines et mi-reptiles. La légende a été adaptée selon les cultures et les époques jusqu'à la fin du XXe siècle. Les premières influences de cette théorie reptilienne viendraient des dieux égyptiens tels que Sobek, le dieu de l'eau et de la fertilité, un dieu avec une ganache de crocodile. On peut aussi compter sur le Moyen-Âge avec le personnage de la fée Mélusine créé à la fin du XIVe siècle. C'est une créature dont le haut du corps est celui d'une femme et le bas, sous le nombril, celui d'un serpent. Comme par hasard, c'est une femme à corps de serpent qui illustre la couverture du magazine Otherworld Science Stories de novembre 49, où Richard Sharp Shaver, dont j'ai parlé tout à l'heure, raconte la chute de la Lémurie. La Lémurie, ce continent perdu dont tu as parlé tout à l'heure. Comme par hasard. En 1982, le paléontologue Del Russell publie une expérience de pensée dans laquelle des dinosaures auraient survécu à l'extinction et auraient donc évolué. Histoire de rendre le truc plus concret, il demande à un taxidermiste la réalisation d'une sculpture de cette évolution. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, tapez Del Russell et Dinosauroid dans Google. En gros, ça donne un genre de rainette avec le corps d'un humain et ce genre de tête que vous pouviez trouver dans la série V. Ensuite, influencé par les fictions produites autour du sujet, les œuvres picturales ou audiovisuelles, des théories du complot vont commencer à être échafaudées. J'ai dit échafaudées parce que j'ai une langue fourchue comme un serpent qui est un reptile au bordel. Je suis un reptilien, Francky, je suis un reptilien! Mais non, t'as juste fait de liaison foireuse, allez, calme-toi. Et c'est donc en 1999 que cette théorie fait un boom lors de la publication du livre de David Icke, un spécialiste en ufologie. Un géologue? Non, un ancien journaliste sportif pour la BBC, au passage décrié, rapport au fait qu'il est proche des cercles antisémites en Amérique du Nord. Voilà. Bon, le mec a également un argument d'autorité qui va mettre tout le monde d'accord puisqu'il s'autoproclame fils de Dieu. Là, on est d'accord, tout ce qu'il pourra dire derrière ne sera que pure vérité. Dans son livre, Le plus grand secret, tu m'étonnes que c'est un grand secret. Il faut croire que dès que tu mets le mot secret dans un titre, ça rend le bousin crédible. Alors, la théorie dans ce bouquin est largement déroulée, je cite... Non mais laisse-moi citer, c'est mieux quand c'est moi qui cite. Ah bah vas-y cite. Ok, je cite. Quoi ? Attendez, maintenant il y a des sites de Star Wars dans votre épisode ? Déjà les Lémuriens ça m'a étonné, mais alors là je suis soufflé. Attends mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Je suis bête de violence et... Ouais, bah non, là je sais pas trop ce que je viens faire ici. Bon bah salut les gars, hein, et Francky, je te laisse le droit de citer. Vous êtes lourds les gars. Bon, je cite. Les reptiliens auraient, selon l'école à laquelle vous appartenez, deux origines. Certains pensent qu'ils ont évolué sur Terre il y a bien longtemps, avant d'entamer un voyage intergalactique et de revenir sur Terre des millions d'années plus tard. D'autres, au contraire, croient que les reptiliens ont pour origine la constellation du Dragon, une des 88 constellations du ciel, composée d'une longue suite d'étoiles qui longe une partie de la Petite Ourse. Arrivés sur Terre, ils auraient d'abord occupé le centre de notre planète avant de mêler leur ADN à celui des hommes. Le but de ces mélanges serait à la fois de limiter la conscience des hommes, qui par conséquent ne se rendent pas compte du contrôle exercé par ces êtres supérieurs. C'est ainsi que ces demi-dieux auraient permis l'expansion des anciennes civilisations du Sumer, Babylone et de Mésopotamie. Alors David, pour prouver tout ça, fait du cherry picking dans la Bible avec des arguments irréfutables du genre. Dans la Genèse, c'est un serpent qui cause la perte d'Adam et Ève et les fait renvoyer du jardin d'Éden. Cet épisode marque le changement dans la relation entre reptiliens et humains, le schisme qui a poussé les reptiliens à cacher leur existence jusqu'au tréfonds de la Terre. Bon, les reptilos sont là, au calme, sous nos pieds, mais quel est leur but ? Pourquoi se cachent-ils, ces petits galopins ? C'est vrai que lorsqu'on entend les tenants de cette théorie, c'est assez flou. Alors vous allez voir, c'est bien croustillant. Les reptiliens, il y a un truc qu'ils veulent par-dessus tout et qui coûte cher. Il s'agit ni plus ni moins que tout l'or de la Terre dont ils ont besoin pour stabiliser l'atmosphère de leur propre planète. Bon, honnêtement, j'ai pas compris le concept. J'ai envoyé un message sur Messenger à Fred et Jamie et ils m'ont laissé en vue. Ouais, vexant. Ensuite, nos amis mi-humains, mi-lézards adorent dominer. Oui, ils sont assoiffés de pouvoir, c'est tout. Ok, là je suis convaincu. Par contre, mi-humain, là je suis pas convaincu par la liaison. Hein. Ah, maudite langue fourchue! Mais le truc qui revient souvent selon des partisans de la théorie, c'est que les reptiliens veulent foutre le bordel sur la planète afin de pouvoir aspirer toutes les émotions négatives de nous, êtres humains, êtres de lumière. D'autres auteurs ont également affirmé que l'expérience de pensée de Del Russell, vous savez celui qui a imaginé une évolution de dinosaures, est vraie.
Bon, c'était une uchronie, on le sait, il partait d'un point de départ historique, ou plutôt préhistorique, pour imaginer de façon fictive ce qu'auraient pu devenir ces gros lézards. Bon, on n'est plus à une connerie prête, ils vont ensuite mixer ça avec des morceaux de romans de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre évidemment, et autres dinotopia. Selon l'un de ces margoulins, les dinos auraient survécu à l'extinction et ont continué d'évoluer en se réfugiant dans des cavités souterraines. Et puis, on va pas aller beaucoup plus loin, mais un certain Max Spears soutient que des bonhommes verts venus de la planète Alpha Draconis pilotent une gouvernance secrète, sauce nazie bien piquante à travers les élites, les institutions et le système financier. Yo, désolé de couper l'émission, c'est Michel Monteur, c'est juste pour préciser que Max Spears était un conspirationniste britannique décédé à l'été 2016, juste avant une conférence qu'il devait donner en Pologne. Alors cette mort a créé des conspirations, et c'est le sujet d'un podcast appelé Distorsion, qui n'a pas besoin de pub, mais qui en parle très bien. Il s'agit de l'épisode appelé Max Spears, la mort suspecte d'un conspirationniste, c'est l'épisode 4 de la saison 1, et Francky mettra le lien en description de notre épisode. Allez, salut, et écoutez, à vous les gars, reprenez. D'un autre côté, des extraterrestres formeraient également un état vampire pratiquant des sacrifices d'enfants. Bon là, c'est bon, on a à peu près tout, les nazis, le système financier, les sacrifices d'enfants et les ovnis. Tu oublies les pizzas. Ainsi, attention, nous sachons maintenant que feu Elisabeth II, George W. Bush, Barack Obama, Rockefeller et Rothschild, Emmanuel Macron, Guillaume Canet, Annie Cordy, Gérard Depardieu et François Hollande sont des descendants de cette racaille souterraine. Au moins un truc à noter, les reptiliens n'ont pas de couleur politique. Et ça, je sais pas, est-ce que c'est bien ? T'as oublié Manuel Valls ? Mais non, il s'est fait refuser. Ah. J'ai entendu dire qu'il a le sang tiède et ça, chez les reptiliens, ça passe pas. Ah ok, chez les Espagnols ça passe pas non plus. Enfin, pour conclure, comme souvent, l'inexistence des reptiliens, on ne peut la réfuter puisqu'on n'a pas de preuve de son existence. On en revient une fois de plus à cette question taquine à propos de la déesse d'une religion parodique. Prouve-moi que la licorne invisible n'existe pas. Effectivement, on ne peut prouver que ça n'existe pas, donc c'est irréfutable. Et c'est bien là le problème de ce genre de théorie du complot. On pourrait passer notre vie à essayer de débunker des choses qui n'existent pas pendant que ces croyants ne croient pas à des choses qui, elles, ont été prouvées. Alors les amis, faites vos propres recherches car nous ne faisons que poser des questions. Et si c'est pour nous présenter des photos cheloues mal photoshopées avec des yeux de lézard et des vidéos pourrites mal compressées qui nous font voir des dents pointues, des oreilles pointues et tout ce que vous voulez de pointu, c'est pas la peine. Alors les petits mauvais, montrez-nous des preuves, on veut vous croire. Et si ces théories vous amusent, je vous invite à écouter un podcast qui contient le mot parano dans le titre, vous passerez de bons moments. Tu veux pas dire le nom du podcast ? Non. Si les gens veulent savoir, ils feront leurs propres recherches. En vrai, le podcast s'appelle Parano. Il y a que le mot parano dans le titre en fait. Et est-ce que tu peux me prouver que ce podcast existe ? Allez, générique. Et est-ce que tu peux me prouver que le générique existe ? Générique. Et est-ce que tu peux me prouver que Graines de violence existe ? Générique. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Ça éclabousse. Encore plus important. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tuttle. Mauvais travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre. Restez chez vous, c'est interdit. Allez pique-niquer dans un parc. Pardon.